Bonjour à tous. J'enregistre cette vidéo numéro 40 aujourd'hui, mardi 4 février 2025. J'en ferai ensuite le montage et elle devrait ainsi être publiée dans quelques jours. L'actualité est particulièrement riche en ce moment. Tout d'abord, je voudrais signaler la publication du livre d'Yves Bouchereau intitulé « L'asservissement par l'anglais ». Yves Bouchereau est né à Paris, mais il a vécu au Québec, aux États-Unis et au Mexique. Il a enseigné le français, langue étrangère, à Atlanta et à Mexico. Il a fondé 14 écoles de langue en Amérique du Nord et en Europe. Il va sans dire qu'il parle anglais et espagnol couramment, et que ses observations et conclusions sur l'anglomanie française sont typiques de pratiquement toutes les personnes polyglottes ayant vécu et travaillé à l'étranger et qui s'engagent dans la défense du français parce qu'ils se rendent compte que cette colonisation douce par le biais de la langue anglaise que les Français subissent les dénature et les dégrade profondément dans leur originalité créatrice, totalement contraire aux intérêts du pays et à l'image qu'ils projetaient sur la scène internationale il n'y a pas si longtemps encore. En France, les médias inféodés à l'Empire veulent nous faire croire qu'il s'agit chez certains d'une nostalgie du passé, d'une recherche de purisme motivée par un repli identitaire, alors que, à l'instar d'Yves Bouchereau, ceux qui font les mêmes observations et les mêmes critiques ont au contraire une grande ouverture sur le monde extérieur, une expérience réellement internationale et qui pratiquent souvent plusieurs langues étrangères. La deuxième nouvelle est une déclaration de Mark Rutte, ancien Premier ministre hollandais qui est devenu secrétaire général de l'OTAN et qui annonce que les Européens devront apprendre le russe dans 4 ou 5 ans ou aller en Nouvelle-Zélande. Selon lui, la Russie attaquera les pays d'Europe de l'Ouest dès qu'elle en aura fini avec l'Ukraine, et donc que toute l'Europe de l'Ouest va se retrouver sous domination russe. C'est l'argument massu pour obtenir davantage de financement pour l'OTAN. On peut toutefois se poser la question de savoir pourquoi l'alternative à l'Europe serait la Nouvelle-Zélande. En parfait serviteur des intérêts états-uniens, il est clair que dans son esprit, le salut ne peut être représenté par autre chose qu'un pays anglo-saxon. Non sans humour, une agence gouvernementale russe a répondu à Mark Rutte en l'invitant à s'inscrire à des cours en ligne de russe pour se préparer à l'invasion et la prise de pouvoir par les Russes partout en Europe. La troisième nouvelle est une revue rapide des déclarations fracassantes de Donald Trump qui a proposé que le Canada et le Mexique deviennent de nouveaux États américains. Trump a apparemment oublié de préciser la politique linguistique qui accompagnerait une telle intégration avec un Mexique hispanophone et un Québec francophone. Il ne faut pas oublier non plus que certaines des régions anglophones du Canada, peuplées à l'origine de loyalistes comme l'Ontario, n'ont aucune ambition de devenir états-uniens, bien qu'ils partagent la même langue et sensiblement la même culture. Il faut ici mentionner la réaction de Jean Chrétien, ancien Premier ministre du Canada, qui a vivement conseillé à Trump de se réveiller de ses fantasmes. Les propos de Trump peuvent être interprétés de deux manières. Bien sûr, il s'agit d'une volonté impériale claire qui s'appuie sur des buts géopolitiques, mais aussi l'illusion, dans l'esprit naïf du nouveau président des États-Unis, que tout le monde veut devenir américain et être soumis aux lois américaines. Cela va de pair avec ce qu'affirme Jean-Loup Isambert, journaliste d'investigation et auteur de nombreux livres. Écoutons-le. La raison, elle est simple, c'est que tu as aux États-Unis, au sein du pouvoir politique des États-Unis, ce qu'on appelle les milieux impérialistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'envisagent pas le monde en dehors de la loi des États-Unis. C'est-à-dire pour eux, le monde ne peut exister, ils sont les porteurs, ils sont un peu les missionnaires à travers le monde d'une tâche que Dieu leur a confiée, à savoir la Pax Americana, et Ouais. que tout le monde ne peut vivre heureux que sous la bannière étoilée Bah des oui. États-Unis. Ouais, Et ouais. quand tu lis des thèses qui ont été émises, des travaux qui ont été faits par des cercles de ces milieux impérialistes, que ce soit
pour le nouveau siècle américain, que ce soit des associations qui ont suivi, où se retrouvent là les dirigeants de grandes sociétés transnationales, des hauts fonctionnaires, mais qui sont accrochés à cette idée d'impérialisme. Je veux dire, tu retrouves toujours ces idées, mais tu te demandes si tu n'as pas affaire à des malades. Où tu as écrit noir sur blanc, il y en a qui t'écrivent noir sur blanc que quels que soient les moyens employés, il faut utiliser la guerre, il n'y aura pas de paix. Il faut utiliser la guerre par tous les moyens pour que les pays soient ouverts à nos assauts culturels. Vous avez bien entendu, les pays doivent être ouverts à nos assauts culturels. On ne peut pas être plus clair. Cependant, cette structure impérialiste a ses relais, particulièrement dans l'organisme supranational qui se nomme Union européenne. Au niveau international, dans le secteur capitaliste. Et cette concentration du capital s'accompagne d'une concentration du pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il faut encore concentrer le pouvoir de décision politique. Et on passe là du stade de l'Union européenne à l'État fédéral européen, c'est-à-dire avec une concentration du pouvoir politique et administratif encore plus fort, qui, comme je l'explique dans le livre, s'est appuyé sur l'organisation qui avait prévu le rachaînement pour l'Europe, c'est-à-dire un pouvoir ultra centralisé qui était à Berlin, avec des hauts fonctionnaires qui avaient en charge de mettre en place une langue unique, une monnaie unique. Rappelle-toi la volonté de Berlin de faire que toutes les horloges des territoires du Reich soient à l'heure de Berlin. Donc tout ça, c'est aujourd'hui, je vais te donner quelque chose qui s'est passé au Parlement. Le 13 décembre 2023, le Parlement européen se réunit à Strasbourg. Et ce Parlement va voter, je cite, la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne, et décide, je cite, de poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. À nouveau, vous avez bien entendu, à côté de la monnaie unique, mettre en place une langue unique. La période récente est très révélatrice. J'avais déjà indiqué dans des vidéos précédentes que des gens extrêmement naïfs pensaient que l'anglais s'était imposé un peu par le concours des circonstances, pour sa prétendue utilité, pour son caractère de lingua franca, comme disaient certains, comme un espéranglais universel en quelque sorte. Pour la première fois, il semblerait que cette fable soit en train de perdre de sa force et qu'il s'agisse, au contraire, d'une action planifiée de longue date par les États-Unis, l'Angleterre et leurs séides, pour, au contraire, l'imposer par la force si nécessaire. En cela, la crise ukrainienne a été totalement révélatrice, comme je l'ai montré dans mes vidéos précédentes. Jamais dans l'histoire contemporaine a-t-on pu voir une volonté aussi affirmée d'imposer par la force la langue anglaise à une population slave que l'on avait essayé de convaincre au préalable que la Russie représente le mal absolu, en falsifiant au besoin les données historiques sur la proximité culturelle et linguistique des deux peuples. J'ai inséré ici une section d'une vidéo de Xavier Moreau qui tient des chroniques hebdomadaires sur le conflit Russie-Ukraine et le monde slave depuis bien avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale russe. Donc par rapport à ça, autre chose qui m'a plu, c'est un blogueur ukrainien, donc qui est de Lugansk et qui a une chaîne où il parle de ce qui se passe en Ukraine. Et là, il a fait un test et il est allé à Lvov, donc Lvov, c'est la capitale du Bandéristan. C'est normalement c'est les populations à l'ouest de l'Ukraine les plus ensauvagées. J'en ai souvent parlé, avec une haine rabique de la Russie, alors que ils se sont fait maltraiter pendant toute leur histoire par les Polonais. Ils ont été plutôt bien traités par les Autrichiens, et puis finalement c'est aux Russes qu'ils en veulent. Voilà, bon, c'est complètement absurde, mais c'est comme ça, et c'est le cœur du Bandéristan. C'est là que évidemment la CIA, le MI6 ont recruté pour Maïdan, pour ce qui se passe depuis bientôt 11 ans en Ukraine. Voilà, donc c'est vraiment la grosse ressource, j'en ai souvent parlé. Et là, en fait, donc, il est allé à Lvov, et à ma grande surprise, il est allé parler aux gens en russe, pour voir leur réaction.
La plupart des gens, en fait, donc réagissent en préférant parler ukrainien, donc pas forcément hostile, mais disons plutôt en rejetant. Alors il leur explique que lui, il est de Lugansk, donc en fait c'est un Ukrainien qui parle russe. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est la conclusion de cette vidéo, dans laquelle il explique que les gens avaient peur de la caméra, en fait, mais que dès que la caméra disparaissait, eh bien finalement ils se mettent à parler russe, ils étaient beaucoup moins finalement prudents vis-à-vis du blogueur, hein. Ce qui veut dire qu'en fait toute cette haine contre le monde russe, en fait, elle est en partie largement artificielle, y compris à l'ouest de l'Ukraine. Et ça m'a vraiment surpris. Voilà. Donc, et en même temps, ça m'a plu. C'est plutôt rassurant de savoir que malgré tous les moyens qui sont mis en place par les Occidentaux, par Kiev, par les bandéristes pour essayer d'accumuler une haine impardonnable, disons-nous, dans ces régions-là, essentiellement dans l'ouest de l'Ukraine, hein, c'est vraiment le vivier terroriste par excellence, eh bien, ça ne marche pas forcément, y compris avec les nouvelles générations. Contre l'Église orthodoxe, contre les locuteurs russes, c'est-à-dire 80% et sans doute même plus des Ukrainiens, parce qu'en réalité, je me souviens en 2014, les chiffres étaient tombés, même à Lvov, 70% des demandes sur Internet sont faites en russe. Donc le mythe d'une Ukraine découpée entre locuteurs ukrainiens et russes, c'est faux. Les Ukrainiens parlent ukrainien sous la contrainte en Ukraine. Et d'ailleurs, ça fait enrager les Polonais et les Baltes, c'est-à-dire que dès tous ces réfugiés ukrainiens qui s'installent dans les pays baltes ou en Pologne, ils se mettent à parler russe, puisqu'il n'y a plus, notamment en Pologne, il n'y a pas de loi qui oblige à parler ukrainien. Donc ils se mettent à parler la langue de leur maman, de leur papa, exactement quand ils sont sur le point de mourir, malheureusement on les entend, ils se mettent à parler la langue de leur maman. Et pour reparler de boxe, le dernier combat de Usyk contre Fury, ce qui était intéressant, c'est que dans le coin, son entraîneur lui parlait en russe, en fait. Donc, alors que lui, il est toujours avec son drapeau ukrainien dans tous les sens. La réalité linguistique en Ukraine, au passage, donc c'est ça. Donc, cette dénazification, elle aura des conséquences qui seront les mêmes que celles qu'on a observées en 1932. En 1932, l'ukrainisation forcée organisée par les bolcheviks, notamment par Staline, donc de ces territoires ukrainiens, a cessé. Parce qu'en fait, Staline s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens, qu'en plus, il y avait à l'intérieur du parti bolchevique, il y avait des nationaux bolcheviques ukrainiens qui voulaient même l'indépendance de l'Ukraine contre la Russie. Donc cet anti-russisme qui était le propre de Staline, je vous renvoie à le bouquin que vous avez cité, je cite les textes de Staline sur la dérussification, le chauvinisme grand russe, etc. Staline a arrêté les frais, mais il n'a pas russifié, mais naturellement, toute l'Ukraine s'est remise à parler russe. Et c'est ce qu'on observera, c'est-à-dire que dès que vous arrêterez ces lois qui forcent les gens à parler ce sabir infernal qui est l'ukrainien, ils vont tous se remettre à parler russe et à lire russe, et l'éducation reviendra en russe. Et ça, je dirais, ça assurera la reconquête non militaire de l'Ukraine par la Russie, parce que l'Ukraine est une terre russe, en dehors de l'Ouest, maintenant qui est définitivement perdu, mais de toute manière, les Russes n'en veulent pas. La quatrième nouvelle est l'intervention du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Forum économique mondial de Davos à propos de l'anonymat sur les réseaux sociaux qu'il souhaite abolir. Peu de gens semblent avoir remarqué que son intervention était en anglais, alors que le 17 janvier, Javier Milei, le président argentin, a fait un discours en espagnol que peu de membres du forum oublieront. Ainsi, le chef du gouvernement espagnol fit une intervention publique en anglais, alors que le président d'une ancienne colonie de l'Espagne fit la sienne en espagnol. Le tout, bien sûr, dans un contexte qui ne fait aucune économie de traducteurs et d'interprètes. Il semblerait que pour l'espagnol Pedro Sánchez, l'espagnol ne soit plus une grande langue internationale, alors que Milei a clairement donné plus de force à ses propos dans la langue du pays qu'il représente, ce qui ne l'empêche nullement de pratiquer l'anglais dans ses relations privées. Le caractère grotesque d'une telle situation, qui discrédite en grande partie Pedro Sánchez, n'a cependant été soulevé par personne au sein de la presse bien pensante euro-atlantiste. Il faut également noter qu'il est particulièrement difficile de connaître la langue dans laquelle les chefs d'État s'expriment dans des circonstances officielles.
Les presses parlées et écrites annoncent souvent que tel président ou chef d'État a dit ceci ou cela, sans révéler dans quelle langue il l'a dit. Cette information est généralement omise, bien que disponible, mais il faut quelquefois passer un temps non négligeable pour la trouver. L'identité d'un homme est à la fois individuelle et collective, et la langue est un facteur puissant d'identité collective. En s'exprimant dans un idiome qui n'est pas celui du peuple qu'il est censé représenter, Sanchez refuse implicitement de projeter dans son discours l'image du peuple qu'il est pourtant censé représenter. Mêmes observations en Allemagne, à commencer par Olaf Scholz, qui se comporte comme Sanchez à Davos. If he is a billionaire, and what we do not accept is if this is. Finalement, assez peu de francophones et de Français connaissent l'Allemagne, l'étude de sa langue dans l'enseignement secondaire étant devenue résiduelle, ce qui n'était pas le cas dans les années 50 et 60. Le peu de connaissances que l'on a de l'Allemagne en France passe par le truchement de la corporation universitaire des germanistes et par certains politologues, essentiellement de Sciences Po Paris. Très imbus d'eux-mêmes, mais n'ayant jamais séjourné longtemps en Allemagne et travaillé en allemand. Bien entendu, ils se sont toujours trompés à propos de l'Allemagne. Dans les années 70 et 80, ils professaient doctement que personne en République fédérale allemande ne pensait sérieusement à la réunification, alors que le contraire était évident pour quelqu'un qui écoutait et observait et ne se contentait pas de construire des théories commodes. Ils ont salué avec enthousiasme la décision de Mme Merkel d'abandonner le nucléaire en 2011 ou d'accueillir à bras ouverts les migrants en 2015. Or, ces deux décisions figurent parmi les causes essentielles de la crise actuelle de l'Allemagne et de l'Europe. Ils n'ont pas vu venir la crise actuelle. Ils n'ont plus rien à dire, mais ne supportent pas que d'autres tentent d'expliquer les choses à leur place. Bref, la très faible connaissance de la langue allemande dans l'Europe contemporaine a laissé la place aux incompétents qui élaborent des théories qui ne collent plus à la réalité depuis longtemps. La cinquième nouvelle provient de la municipalité de Nice dans le sud-est de la France. Une fois de plus, un projet d'institut Confucius dans cette ville soulève la question de savoir si les instituts de langue et de culture chinoises sont des relais d'influence chinoise, comme si l'Alliance française dans le monde n'était nullement un vecteur d'influence française. Bien sûr que le British Council est aussi un vecteur d'influence de l'Angleterre actuelle, qui se permet en plus de dénigrer de manière systématique les autres vecteurs d'influence représentés par les diverses autres écoles de langue et de culture étrangères existant de par le monde. L'article que je viens d'afficher va cependant plus loin en soupçonnant l'Institut Confucius d'espionnage, comme s'il y avait, dans la région de Nice, qui est essentiellement une région touristique, des choses importantes à espionner. Quelle blague! La sixième nouvelle concerne à nouveau la langue russe en République tchèque. Désormais, l'enseignement du russe sera interdit dans le système scolaire public, tandis que l'étude de l'anglais demeurera bien sûr obligatoire en tant que première langue étrangère et que le choix d'une deuxième langue sera limité à l'allemand, le français et l'espagnol. On note une fois de plus au niveau de la direction du pays cette volonté forcenée d'arrimer la Tchéquie à un monde atlantiste explicitement dominé par les États-Unis et aussi de créer une coupure aussi profonde que définitive avec le monde russe, alors que la Tchéquie fait elle aussi partie du monde slave et d'Europe de l'Est, et que la proximité linguistique et culturelle avec ce pays géant qu'on appelle la Russie demeure forte. Quand avons-nous entendu pour la dernière fois les imbéciles pérorer que les États-Unis et leurs alliés atlantistes n'ont aucune politique linguistique et ne font nullement la promotion de l'anglais ? Tout cela devient tellement évident que des personnalités le remarquent publiquement. Ils ont compris le formidable caractère d'endoctrinement et de propagande qui est associé actuellement à l'apprentissage de la langue anglaise. Par exemple, l'amiral français Claude Gaucherand, qui est davantage connu pour ses livres inspirés directement par sa carrière militaire, ce dernier déclarait récemment sur un forum électronique. Des tentatives menées au titre du développement et de la modernité
mais dont le contenu est la dissolution de l'identité et de l'appartenance avec l'une des armes les plus puissantes pour y parvenir, l'attaque des langues maternelles et un regard considérant ceux qui s'y accrochent comme rétrogrades. Car, dominer le langage est le chemin le plus court pour dominer la conscience et, par conséquent, empêcher toute indépendance décisionnelle, brouiller les sociétés, effacer leur identité et leur singularité. Tous ces modèles déformés de langues hybrides, que nous connaissons aujourd'hui, ne sont que l'une des manifestations du modèle néolibéral. Tout comme l'on manipule le genre humain pour l'altérer et créer un troisième genre, on altère le langage. Voyons maintenant ce qu'en pensent d'autres personnalités comme le Corse Yves Pozzo di Borgo, un homme politique français et sénateur de la ville de Paris. Écoutons-le à propos des liens qui existent entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais là, quand j'étais sénateur, j'ai vu à quel point devant la faiblesse des chefs d'État européens et également des faiblesses relatives d'ailleurs, et également de la pénétration des réseaux américains par le biais des instances comme McKinsey ou Berger, ou bien par l'instance des cabinets anglo-saxons qui étaient beaucoup plus lobbyistes que les cabinets européens, j'ai vu à quel point la Commission européenne était complètement contrôlée par les réseaux américains. Et on a l'impression que vraiment la Commission européenne n'est qu'une annexe, si vous voulez, des pouvoirs américains. On a l'impression que les décisions ne se prennent plus à Bruxelles, mais se prennent à Washington. Il est bien évident qu'un tel personnage dérange et que Wikipédia le classe désormais dans la catégorie des complotistes et des conspirationnistes, bien que ses propos fassent totalement écho à ceux de François Asselineau, qui anime le premier parti politique français historiquement souverainiste qui fut créé en 2007. Tout part à volo. Et on a le sentiment d'un peuple qui est en train de s'enfuir de son propre pays mentalement. Petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, sans que les Français ne le comprennent, la France est devenue une colonie. C'est-à-dire, c'est une espèce de ruse extraordinaire de l'histoire. La France a imposé sa règle coloniale à des pays dans le monde, tout au long du 19e et du 20e siècle. Et désormais, par une espèce d'ironie mordante de l'histoire, c'est la France qui est devenue une puissance colonisée. Colonisée, disons les mots très clairement, par les États-Unis d'Amérique depuis 1945, qui, par toute une série d'artifices, en fait, a volé aux Français la souveraineté et l'indépendance, et on le voit au quotidien quant à notre diplomatie, nos intérêts économiques, notre culture, notre mode de vie, notre alimentation, nos références culturelles. De plus en plus, la France est devenu un pays qui est dans l'orbite anglo-saxonne. Donc c'est de ça que nous voulons nous libérer pour que la France redevienne la France. L'anthropologue Emmanuel Todd est toujours pour le moment dans la catégorie des intellectuels qui sont respectés et écoutés par les bien-pensants. Toutefois, les propos qu'il tient sur la Russie lui ont valu d'être qualifié agent du Kremlin. Écoutons d'abord ce qu'il a à dire à propos des atouts des États-Unis. Je ne sais pas si Todd a lu mon livre intitulé « Une colonie ordinaire du XXIe siècle », mais il dit aujourd'hui la même chose que moi en 2009, à savoir que le dollar et l'anglais sont les deux piliers principaux de la puissance américaine. Je considère que son commentaire sur le pétrole de schiste n'est pas pertinent, mais cela sort du cadre de cette vidéo. C'est un pays rentier, l'Amérique. Ils ont 3 rentes. Hein? Donc, être rentier, ça veut dire pas travailler très dur. Hein. Donc, il y a 3 rentes. Il y a le dollar, la production de la monnaie, mais qui suppose une prééminence militaire. C'est menacé, même si actuellement le dollar est très fort. Il y a le pétrole et le gaz. Ça sort assez facilement. De plus en plus de place dans la Voilà. l'économie américaine. Et puis, il y a la langue anglaise. Alors, les Européens ou les Occidentaux qui maintenant, en termes d'importation, les États-Unis dépendent encore plus, quand on regarde leur déséquilibre commercial, ils dépendent encore plus de leurs alliés occidentaux que de la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, on subventionne. Ils produisent des dollars avec lesquels ils achètent des trucs sans contrepartie matérielle. Et donc, en fait, on les nourrit. Le statut du dollar particulier, en fait. Voilà. Donc, on les nourrit et tous les Européens sont complètement effrayés
à l'idée qu'on pourrait leur interdire de nourrir les Américains. Je veux dire, c'est presque comme si on avait une mentalité d'esclave, en fait. Comment notre maître ne veut plus de notre travail? C'est que la vraie production des États-Unis, c'est le dollar. S'ils produisent de la monnaie. Et donc, si on veut avoir un métier bien payé aux États-Unis, il faut être près de la source du système bancaire qui fabrique la monnaie. Et ça, en fait, on a eu la preuve que, en fait, la chute du dollar serait une précondition du redémarrage américain. Et ça, on a eu la preuve que Trump l'avait pas compris. Oui. Après Kazan, après le sommet des BRICS à Kazan. Il a menacé les pays qui abandonneraient le dollar comme mode de transaction, d'augmenter les droits de douane. Voilà, et ça veut dire qu'il n'a pas compris, en fait. Parce qu'en fait, il faut choisir un petit peu. C'est l'industrie ou le dollar. Ouais. Je lis les textes russes, en anglais ou en français. Je lis d'ailleurs les géopoliticiens américains aussi. Et le décalage intellectuel est vraiment fantastique. C'est-à-dire, les textes américains sont assez agressifs pulsionnels. C'est-à-dire, un type comme Kagan, j'ose pas dire penseur néoconservateur, mais... Le mari de Victoria Nuland. Voilà, c'est ça. Et puis frère d'un autre Kagan qui dit un peu la même chose, et dont la femme dirige l'Institute of War Studies, dont Le Monde reproduit les cartes fidèlement comme si c'était un think tank complètement indépendant. Vraiment... ça, c'est drôle parce que nous, on a nos types qui sont en politique et nos journalistes qui disent l'Amérique, dynamique, etc. Et en fait, qui aiment les États-Unis. C'est beau l'amour, mais c'est un amour non partagé. C'est un peu sens unique. Et en fait, j'ai eu l'occasion de dire que les Américains nous méprisaient. Alors, je pense qu'ils méprisent nos élites. Pas forcément les peuples, mais effectivement. C'est sûr, je pense que les peuples, ils les envient, en fait. Trouvé depuis le sabotage de Nord Stream par les Américains et leurs copains, ont retrouvé leur statut de pays occupé. Ah oui. Ça, je l'avais pas mis dans mon bouquin, j'avais pas compris. J'étais pas allé jusqu'au bout. Avec les bases militaires, etc. Oui, moi, je suis allé pour la sortie de l'histoire allemande et je pas assez longtemps, mais ce que j'ai senti, c'était parce que j'ai roulé la nuit à côté de Ramstein, la base où l'OTAN fait toutes ses réunions, dont je commence à me demander si c'est pas en train de devenir la capitale officieuse de l'Allemagne, puisque c'est là qu'on décide du sort de l'Allemagne. J'ai fini par m'en... Mais oui, en fait, la situation du gouvernement allemand, c'est la situation d'un gouvernement dans un pays occupé, qui n'a pas sa souveraineté, en fait. Ouais. Sa souveraineté, ils font plus ce qu'ils veulent. Donc ils sont le deuxième contributeur financier à la guerre d'Ukraine. Eux aussi, ils se vengent sur les autres pays. C'est-à-dire que en allant provoquer la Russie, en la contraignant à réaffirmer sa souveraineté et à la lançant dans une guerre, un défi aux États-Unis, une guerre plus difficile que prévu, on a créé, alors qu'on voulait faire l'inverse, des conditions optimales pour une cohésion sociale maximale en Russie, qui en plus est en train de gagner la guerre, donc là, c'est bon. Et donc on leur a permis de définir... eux, ils ne sont pas dans la destruction de l'État, ils sont dans l'établissement Ils ont le modèle des 30 Glorieuses maintenant, un État directeur avec un marché et un protectionnisme imposé par les sanctions. Et donc, ils se développent à toute vitesse maintenant. Ils peuvent nous remercier quand même. Sans l'OTAN, ils n'y seraient jamais arrivés. Mais ça a été écrit par James Galbraith. La 7e nouvelle est la journée de célébration des droits de l'homme qui a eu lieu le 10 décembre dernier.
Cette journée des droits de l'homme coïncide chaque année avec le jubilé de la résolution de la Conférence générale de l'UNESCO qui, en 1954, a reconnu le rôle de l'espéranto dans le rapprochement des peuples du monde et a ainsi entamé la coopération entre l'Association universelle d'espéranto et l'UNESCO. Le même jour que la journée des droits de l'homme 2024, une réunion de célébration s'est tenue à Montevideo, en Uruguay, qui accueillit la conférence générale de l'UNESCO en 1954 et qui a de nouveau accueilli des personnalités du monde entier pour marquer le 70e anniversaire de la coopération entre les deux organisations. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici est la défense des droits linguistiques et le droit de s'exprimer librement, soutenu conjointement par l'UNESCO et l'Association universelle d'espéranto. Cela concerne aussi la communication internationale, le droit de s'exprimer et d'être entendu dans un esprit le plus égalitaire et inclusif possible. C'est pour cette raison qu'est faite la promotion des droits linguistiques et de la voie de la compréhension mutuelle entre les divers peuples. L'un des principaux objectifs de l'association est de créer l'égalité dans la communication linguistique, atténuant ainsi la pratique trop courante selon laquelle les propriétaires de langues les plus fortes imposent ces langues aux locuteurs de langues plus faibles, créant ainsi une inégalité selon laquelle les forts font taire les faibles. Vous avez bien entendu, les forts font taire les faibles. Il suffit d'assister à un congrès international se déroulant en anglais et auquel participent des Anglais et des Américains pour le vérifier. Enfin, la 8e nouvelle qui mérite d'être mentionnée est un article de Michel Feltin-Pallas du groupe français de presse L'Express. Cet article essaye d'identifier les causes du déclin d'attractivité de la langue française dans les milieux aristocratiques européens. J'aborde ce sujet car on peut facilement établir un parallèle avec ce qui se passe à l'heure actuelle pour l'anglais. Au milieu du XVIIIe siècle, la langue française est au sommet de sa gloire. De Londres à Moscou, en passant par Berlin, de nombreux aristocrates la jugent synonyme de culture et de raffinement et se font un devoir de la parler. Casanova et Leibniz la choisissent pour certains de leurs écrits. Les œuvres des Lumières, Voltaire et Rousseau en tête, rayonnent très au-delà des frontières de la France. Mais comme souvent, la roche tarpéienne est proche du Capitole, en quelques décennies, le français va chuter de son piédestal auprès des élites européennes et les dirigeants du pays vont eux-mêmes contribuer à son déclin. Tout commence à se dégrader sous la Révolution. On l'imagine aisément. La décapitation de Louis XVI n'enthousiasme pas vraiment les cours du vieux continent. La vogue du français en Europe s'en ressent, d'autant que la période de la terreur, avec ses 17 500 guillotinés, déçoit aussi les amoureux de la liberté, sans compter évidemment le génocide vendéen. Mais le pire est à venir et doit être mis au débit d'un homme connu pour sa petite taille, son chapeau bicorne et son génie militaire, un certain Napoléon Bonaparte. Mais ce grand génie militaire fait l'erreur de vendre la Louisiane, qu'il pense ne pas pouvoir défendre efficacement après le désastre de l'expédition d'Haïti, où il a perdu 60 000 hommes. La deuxième erreur du grand homme a consisté à dégrader l'image de la France en multipliant les conquêtes au moyen de méthodes violentes. La brutalité des armées de Napoléon a créé dans plusieurs pays d'Europe un sentiment anti-français, souligne le linguiste Gilles Ciuffi. Ainsi, en Espagne, des heurts éclatent un peu partout entre la population et les soldats qui n'hésitèrent pas à multiplier les exécutions sommaires. Goya peignit sa célèbre toile 13 de Mayo pour dénoncer les exactions des militaires français. Et les afrancesados qui par conviction ou par intérêt avaient soutenu l'occupation, sont mis au banc. En Italie, le poète Alfieri publie le Misogallo, littéralement celui qui hait les Français, pour critiquer les dérives impériales de Napoléon. Or, nous assistons actuellement aux mêmes tendances dans l'anglosphère.
En effet, les États-Unis et leur allié proche, l'Angleterre, ont multiplié les interventions impériales depuis plus de 40 ans en laissant une traînée d'incroyables destructions et de misère derrière eux. L'anti-américanisme des années 70, suscité par la guerre du Vietnam, avait à peu près disparu jusqu'à la destruction de la Serbie, de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye et des guerres par procuration lancées contre la Syrie, ainsi que les innombrables révolutions colorées pour tenter de déstabiliser la Russie, le Proche-Orient ou la Chine. Ensuite, il y a eu la prise de conscience en Europe du statut de vassalisation avancée des divers pays de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis. Les termes utilisés varient entre vassaux, colonies ou même États esclaves. Prise de conscience également du pillage des grandes sociétés industrielles par les États-Unis. Prise de conscience des sabotages et des manœuvres déloyales des États-Unis, comme le sabotage du gazoduc Nord Stream. Prise de conscience enfin du profond mépris du suzerain vis-à-vis de ses vassaux. Résurgence d'un impérialisme débridé chez Trump qui affiche sans complexe sa volonté d'annexer le Canada, le Groenland, le Mexique et le Panama, ou au moins la zone du canal éponyme. Comme Napoléon Ier a semé les graines du déclin futur de la langue française en Europe, les Américains sèment actuellement les graines du déclin de leur langue à l'échelle mondiale. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo numéro 39, la question de la colonisation des esprits par le biais de la langue anglaise s'est amorcée et une réflexion s'est engagée à ce sujet dans de nombreux pays. On doit également prendre en compte le déclin marqué des qualités qui firent des États-Unis une puissance industrielle majeure. Organisation désormais déficiente, enseignement lacunaire, insuffisant et de mauvaise qualité, ingénieurs sous-formés, universités largement derrière leurs homologues d'Extrême-Orient, de Russie et même du Brésil, inventivité déclinante par rapport aux pays en plein essor comme la Chine et la Russie, et remplacée par un orgueil démesuré et totalement déconnecté de la réalité. Lorsqu'on fait remarquer les succès d'Elon Musk à Emmanuel Todd avec SpaceX et Starlink, il fait immédiatement remarquer le déclin marqué de Boeing, qui à lui seul représente plus de 3 fois les chiffres d'affaires combinés de Starlink et de SpaceX. On pourrait également parler de la bombe chinoise DeepSeek, qui ébranle le projet gâchis d'intelligence artificielle de 500 milliards de dollars de Donald Trump. Il s'agit là, bien sûr, de signes précurseurs. Tous ces facteurs représentent les germes d'un désintérêt futur vis-à-vis des États-Unis et d'un désintérêt encore plus marqué par rapport aux pays qui voudront demeurer leurs vassaux. Il est en cela évident que le rayonnement de l'anglais dans un tel contexte va aller en s'affaiblissant et petit à petit qui se réduira à l'ère d'utilisation des pays authentiquement anglophones et de leurs ex-colonies où l'anglais est demeuré langue officielle. Voyons maintenant les réactions à la situation actuelle. Celle du russe Poutine en est une belle illustration. Il considère que les tentatives de suppression de l'identité des peuples européens par le biais d'une volonté de substitution linguistique nuit à tous les aspects de la vie des peuples concernés, et en premier à leur originalité et à leur créativité. Une langue qui rend toutes les autres inutiles ou superflues en les réduisant progressivement au folklore, instrument purement local et nostalgique d'échange, n'est pas une langue de communication, mais bien une langue de destruction massive. Et l'anglo-américain est sorti de sa fonctionnalité pour devenir un vecteur de dilution du génie des langues, a fortiori des cultures qui enrichissent l'humanité de leurs différences et de leur singularité. Le Suisse Philippe Caron est l'un des nombreux exemples de révolte ouverte contre les pratiques anglomanes des prestataires de services français. Et à ce titre, il s'insurge contre Utopia, une société spécialisée dans le tourisme et qui vient de rebaptiser son service immobilier de la Baloise en Baloise Asset Management. Il leur écrit « Vous faites de l'anglais une langue de destruction massive quand vous interdisez à bon nombre de ses clients étrangers de s'essayer dans la langue d'accueil, les privant du même coup du bonheur,
au comble de l'absurdité et de la malhonnêteté intellectuelle, de pouvoir enfin s'immerger dans le français de France, dans ce parler pour lequel, hier encore, le monde entier avait les yeux de Chimène, et de goûter à un patrimoine exceptionnel qui aurait pu piquer leur curiosité, pire encore. Vous leur donnez une image si dégradante d'une langue répudiée chez elle comme une pestiférée qu'ils s'en détourneront avec dédain une fois de retour chez eux. Vous en faites un vecteur de dilution du génie des langues et des cultures qui en découlent, quand, pour de vaines questions d'ordre purement financier, donc spéculatives, et, surtout, par une politique langagière dénuée de tout fondement, vous participez et contribuez à l'affaissement, voire à la disparition du plurilinguisme en général, une pirouette qu'utilise avec maestria le président de la République en abandonnant comme un vulgaire patois sa propre langue dans les instances européennes au profit d'un sabir qu'une arrière-garde occulte tente de mettre définitivement en place pour assouvir ses desseins de prédation à l'échelle planétaire. Les réactions à cette substitution linguistique sont de plus en plus notables et assertives. On voit ici Emmanuel Macron déposer une gerbe commémorative au nom de la French Republic, quelque part à l'étranger, alors que l'inscription qu'elle porte devrait être naturellement rédigée en français. On voit également les panneaux en anglais déployés lors des manifestations en Géorgie, alors qu'il est de notoriété publique que des ONG telles que USAID furent derrière ces prétendues protestations qui affirmaient que les élections législatives avaient été truquées. Ici, on voit une bannière portant le message « Refugees Welcome », déployée sur la façade de la mairie de Madrid, comme si l'espagnol n'était qu'une langue d'usage mineur, comme le taki-taki du Suriname ou le dialecte pratiqué en Corse. En réaction, les Français, sous l'égide de plusieurs associations, décernent déjà depuis de nombreuses années le prix de la carpette anglaise, qui est un prix d'indignité linguistique et civique à des personnalités françaises qui œuvrent activement au recul de l'usage de notre langue. On a également des vidéos pastiches comme celle du maréchal Pécron-Macron qui révoque l'ordonnance de Villers-Cotterêts en faisant référence bien sûr au discours du maréchal Pétain de 1940 enjoignant les Français de cesser les combats face à l'armée allemande. Ce matin, en présence du secrétaire d'État américain, le maréchal Pétron a révoqué l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui depuis 1539 imposait le français comme langue officielle en France. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser de parler français. Si vous ne voulez pas en arriver là, arrêtez d'importer une culture qui n'est pas la nôtre, en utilisant une langue qui n'est pas la nôtre. Y a le burn-out et le turnover qui vont leur squeezer le blockbuster. L'humour peut être quelquefois d'une efficacité redoutable. Toutefois, nous ne sommes pas très loin du bannissement de la langue française de France quand on s'aperçoit par exemple que la vidéo de la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, à laquelle a assisté le président Macron, est présente sur le site officiel de la présidence de la République française, élysée.fr, n'a même pas été doublée en français et n'est disponible qu'avec un doublage en anglais. Il y a de quoi en être effaré. Certaines personnes relativement proches du pouvoir pensent donc sérieusement à une révision de la loi Toubon qui date de 1994 et qui en principe garantit aux Français des communications en langue française de la part de tous les organismes officiels auxquels ils peuvent avoir affaire dans leur propre pays. Il y a également l'ébauche Gauhin d'une nouvelle loi sur le français, soumise à une quarantaine de députés et sénateurs pour être déposée en proposition de loi sur le bureau de leurs chambres respectives. Cette ébauche est également liée à la création d'un réseau transparti de parlementaires français en action pour le français et la francophonie. Il y a également le chantier du français dans l'armée et la défense nationale après les dégâts causés par la prétendue interopérabilité des forces liée à la décision de Nicolas Sarkozy de faire revenir la France dans l'OTAN, qui va être sérieusement abordée.
Il va sans dire que M. Sarkozy, par sa décision, a de facto obligé les forces armées françaises à communiquer en anglais avec les autres armées membres de l'OTAN. Autre chantier, celui de la collaboration et solidarité avec la société civile des États et communautés francophones qui doit se poursuivre, essentiellement avec le Québec, la Suisse romande et le Jura suisse. Mais nous sommes encore très loin des relations étroites qu'entretenaient les Philippe Rossillon, Bernard Dorin, Michel Guilloux, Hubert Joly, Jean-Marc Léger, Roland Béguelin, Lucien Outers et Paul-Henri Jean Debien de la grande époque 1958-1974. Tout cela est très bien, mais il serait encore mieux de définir et d'appliquer des mesures prophylactiques barrant la route à la propagande incessante en faveur de l'anglais. À ce titre, je vous invite à écouter Idriss Aberkan qui décrit une méthode psychologique générale pour résister à la propagande et au formatage intellectuel qu'essayent de nous imposer les mondialistes et les atlantistes. Mais la liberté demande un effort. La liberté demande un effort intellectuel, elle demande un effort au cerveau. Notre cerveau aime faire le moins d'efforts possible. C'est une théorie bien connue en sciences cognitives, on appelle ça la théorie du misérable cognitif, c'est-à-dire la théorie... Le cerveau est paresseux ? Oui. Le cerveau est paresseux. Le cerveau est paresseux, intrinsèquement. On aime prendre le moins de décisions possible, on aime faire le moins d'efforts possible, et dire non, ça demande un effort. Dire oui, ça ne demande pas d'effort. Et le marketing a toujours utilisé cette technique, c'est-à-dire que, d'ailleurs on le voit même dans un film que j'aime beaucoup, c'est Pépé le Moco, donc ça va rajeunir personne, mais c'est un très très bon film. Il y a une scène comme ça où ils sont en train de négocier des bijoux volés, et puis on a un des camarades de Pépé le Moco qui dit du receleur, écoute, plus il réfléchit, plus on perd. C'est tout à fait vrai. Alors, en marketing, c'est comme ça, plus le client réfléchit, plus vous perdez. Puis on peut limite le voir, on voit un compteur d'euros qui s'évapore dès que le client réfléchit. Donc l'idée, c'est qu'il faut que les gens réfléchissent le moins possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens n'aiment pas réfléchir et n'aiment pas utiliser leur conscience. La bonne nouvelle pour les marketeurs. Bien sûr, pas pour nous. Alors, il faut effectivement rappeler que la conscience nécessite un effort et dire non demande plus d'efforts que de dire oui en toute situation. C'est très très important ça quand vous, je parle verbalement évidemment, c'est pas faire un effort oui à sauter à faire une épreuve olympique, mais quand quelqu'un parle, dire non demande plus d'efforts que de dire oui, et ça c'est un phénomène psychologique bien connu. Et c'est en tout domaine et en toutes circonstances, on peut le dire. Et donc comment justement apprendre à dire non, ou apprendre en tout cas, mais vraiment parce qu'on y est là. On peut se dire aujourd'hui, regardez, l'extraordinaire capillarité, les réseaux sociaux, etc., la mondialisation, enfin bon, tout ce qu'on connaît, on va pas revenir là-dessus, et le fait que, effectivement, moi je suis très frappé. Si vous voulez la différence, il y a 20-25 ans que je faisais des émissions de télévision et aujourd'hui à Sud Radio, c'est par exemple que les gens se renseignent, se documentent. Avant, vous avez 3 journaux, 2 chaînes de télévision, et vous répétez ce qu'ils avaient vu. Là, pas du tout. Là, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, moins intelligents, mais que les gens réagissent en allant chercher. Est-ce que la recherche, là, est-ce que l'examen, est-ce que l'approfondissement à l'étude joue un rôle ? Oui, parce que si vous ne contrôlez pas votre nutrition, vous êtes un animal d'élevage, en fait, fondamentalement. Un adulte, c'est quelqu'un qui choisit ses repas. Un enfant, non. Un enfant, il va à la cantine. Alors même à la cantine, aujourd'hui, on essaie de lui donner le choix. On essaie tout de même de lui apprendre que contrôler ce qu'il mange, c'est un pas vers la vie adulte. Mais un adulte, pleinement responsable et libre, c'est quelqu'un qui choisit ses repas. Ben, c'est la même chose pour les repas intellectuels. Quelqu'un qui est nourri à la béquée intellectuellement n'est pas libre. C'est un animal d'élevage. Ou c'est un enfant, au choix. Il n'est pas forcément destiné à être, bien sûr, exécuté, emballé dans du cellophane. Un enfant qui reste un enfant jusqu'à... Oui. Donc, heureusement, aujourd'hui, nous avons la possibilité de contrôler nos repas intellectuels. Ça nous limite, bien sûr, la malbouffe intellectuelle. Parce que la malbouffe existe. Bien entendu, le même burger calibré, c'est un problème. La malbouffe intellectuelle, qu'est-ce qu'elle existe aussi ? Oui, exactement. Et vous l'avez vu même progresser dans votre carrière. Vous avez vu à quel point on pouvait calibrer des messages, des approches, etc. On le voit aussi bien dans les messages politiques que dans d'autres circonstances. Et ils appellent ça des éléments de langage. Tout à fait. Et les éléments de langage, en fait, sont un peu l'équivalent des graisses saturées pour la malbouffe intellectuelle. On devrait comme ça voir les ingrédients. On sait que quand on mange tel hamburger, quand on mange tel produit très sucré, on va avoir des problèmes. Eh bien, on devrait regarder
les ingrédients des repas intellectuels que nous faisons. Et je considère effectivement que les éléments de langage sont aujourd'hui des poisons à petit feu qui nous tuent intellectuellement. Ouais, et hélas, qui sont très exploités. Et alors, justement, cognitivement, psychologiquement, en fait, comment peut se passer la réponse? Enfin, comment on travaille ces organes de résistance? On parle de la résistance intellectuelle. Alors, il y a un explorateur que j'aime beaucoup, que je cite énormément, c'est un monsieur remarquable, renseignez-vous sur vous, c'était Richard Francis Burton. Richard Francis Burton, c'est un explorateur britannique, un gentleman extraordinaire, il parlait 29 langues, il est allé aux sources du Nil, il a fait le pèlerinage à la Mecque déguisé en arabe, c'était un grand espion, un grand diplomate, et c'est pour lui que Conan Doyle a inventé le terme gentleman extraordinaire, ce fameux terme qu'on a vu dans un film de Sean Connery ensuite. Et ben Richard Francis Burton disait, c'est très simple, fais de ta pensée un empire. Vous savez, quand vous avez une maison, vous dites, je suis chez moi. Je suis chez moi, c'est ma maison. J'ai mon toit, mon jardin, je suis chez moi, ce sont mes règles, je suis dans ma maison, tu es sous mon toit. Rappelez-vous cette expression très méditerranéenne, tu es sous mon toit. Absolument. Je t'accueille, l'hospitalité, etc. Voilà, exactement. Eh bien, acceptez que vous avez aussi un toit intellectuel. Vous avez votre conscience, c'est votre maison. Et donc, vous devez régner sur cette maison charbonnier et maître chez lui. Eh bien, vous êtes maître en votre conscience. Donc, Richard Francis Burton disait, fais de ta pensée un empire. Ta pensée, c'est ta maison, tu dois régner dessus. Ne laisse personne régner sur ta pensée à ta place. Et en pratiquant ça régulièrement, en se posant la question, voilà, qui dans le bus, qui dans la voiture, en déplacement, ou même à la maison, tranquillement, en lisant son journal, comment je vais faire aujourd'hui de ma pensée un empire, avec des frontières, à commencer par là, avec des frontières, n'entre pas qui veut dans ma pensée. Eh bien, là, c'est la solution pour pratiquer, pour muscler sa conscience. Ensuite, il décrit les conditions pour qu'un changement dans une société puisse se faire. De ce point de vue optimiste, Idriss? Oui, je le suis, parce que en fait, on a, même dans les réseaux sociaux, quand on fait de la psychologie de groupe, on a un phénomène on l'appelle la légende du 100e singe. Alors ouais, ça fait un petit peu, ça fait un petit peu conte. Ça fait film de Bruce Lee, ou de Shaolin. Exactement, la méthode du singe et tout. Alors, la légende du 100e singe, c'est une légende, mais elle est vraie en psychologie. Alors, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas vraie, mais elle est utilisée pour expliquer le phénomène qui lui est exact en psychologie, qu'on appelle le point de basculement. Alors, la légende, c'est que quand les Américains ont fait des essais à Bikini, bombes nucléaires, bien pour ça qu'il y avait le maillot de bain, le bikini, on disait il y avait la bombe atomique et le bikini c'était la bombe anatomique, je ferme la parenthèse. Eh bien on a voulu réintroduire les singes, mais les noix de coco étaient polluées, nucléaires. Alors on introduit un singe qui sait, on l'a formé à nettoyer la noix de coco. Alors lui il lave la noix de coco, tu vois. Puis comme les macaremoines dont on a parlé tout à l'heure là, les singes le voient, ah c'est marrant, faut faire ça, bah tiens je vais faire pareil. Bon, alors on la manipule, on nettoie la noix de coco. Voilà, on nettoie la noix de coco. Alors qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on a 10 000 singes, on introduit un singe qui sait laver la noix de coco, il se passe rien. On introduit 2 singes, il se passe rien. Puis on en introduit 30, on en introduit 40, il se passe toujours rien. On en introduit 99, toujours rien. Au 100e singe, d'un coup, les 10 000 singes, ensemble, se mettent à laver les noix de coco. Alors, encore une fois, cette histoire des noix de coco, elle s'est pas vraiment passée, mais dans les points de basculement, bon, c'est comme ça, le terme technique, c'est points de basculement, dans les réseaux sociaux, ça existe, et j'ai pas pris le chiffre 100 au hasard, puisque les points de basculement, en général, c'est racine du nombre, c'est très intéressant. 10 000 singes, 100 singes, ça veut dire que si vous voulez faire basculer 1 million de personnes, il suffit de 1000 personnes, ce qui n'est rien. Ce qui n'est rien, pour les faire basculer. Oui, c'est ça. Pour leur faire changer de comportement. Et on le voit même dans des cas graves, donc d'abus des droits de l'homme. Par exemple, on sait que quand quelqu'un se fait taper dans la rue, etc., on a ce qu'on appelle le bystander effect, pardon pour l'anglicisme, l'effet de la personne qui reste là, qui est pétrifiée, qui regarde. Qui est sidéré, qui n'ose pas intervenir. Et ben, en fait, une seule personne qui brise ça, un seul individu courageux qui rentre et qui dit non, je ne peux pas laisser faire ça, eh bien ça donne du courage à tous, et c'est très exactement ce qu'on a vu avec Winston Churchill à la Chambre des communes au Royaume-Uni. Il faut pas oublier qu'à l'époque, le parti collaborationniste au Royaume-Uni était majoritaire. La différence immense entre la France et le Royaume-Uni, c'est que les collabos étaient déjà au pouvoir au Royaume-Uni, alors qu'en France, ils sont arrivés au pouvoir grâce à la défaite. Et on se rappelle comment Halifax et Chamberlain voulaient pousser Winston à négocier avec Hitler. Pour eux, le poste de Premier ministre était, pardonnez-moi, un bâton merdeux. Ainsi, lorsque nous aurons 100 personnes sur 10 000 bien décidées à refuser l'anglomanie ambiante et à la combattre, un basculement d'opinion et de comportement pourra alors survenir au sein de nos sociétés. Si on en croit Idriss Aberkane et les études sur lesquelles il s'appuie, sur une population de 67 millions d'habitants, il suffirait de 8200 personnes réfractaires pour enrayer le processus
de colonisation anglo-maniaque auquel les Français sont continuellement soumis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je consacrerai une de mes prochaines vidéos pour terminer mon survol du livre de Karpelzieff intitulé « La guerre des mots », qui est quand même une pépite qu'on ne peut pas négliger. Comme d'habitude, je vous recommande de rediffuser cette vidéo autant que faire se peut. Faites un don à Impératif Français pour soutenir l'action entreprise par cet organisme et abonnez-vous à la chaîne. Bonne fin de journée à tous.